Donc je pense qu'on peut commencer. Donc je vous souhaite bien bienvenue pour cette licence. Alors vérifions que c'est bien la bonne licence, la licence LP130 Archives, Médiation, Patrimoine, et ces deux options, documentation audiovisuelle et archives audiovisuelles. Donc bienvenue, je suis contente de voir nombreux. Est-ce que vous souhaitez que nous fassions un tour de table, et auquel cas j'arrêterai l'appareil. Donc moi je me présente d'abord, je suis Claire Scopsi, je suis maître de conférence et donc responsable de la licence. Anne-Solène Maroul, que vous avez certainement déjà eu peut-être au téléphone ou par mail, et responsable de l'administrative. Le titre pédagogique et administrative. Voilà, donc elle sera d'un grand secours pour tous les aspects réglementaires et inscriptions. Je vais donc zapper sur mon PowerPoint, voilà. On est bien sur un diplôme national, la licence, une licence nationale, qui correspond à un niveau 2, c'est-à-dire un bac plus 3. Donc on verra dans le courant de cette présentation les modalités d'accès. C'est la 23e année que nous préparons. Je ne vais plus parler de promotion parce qu'on est en train de rendre un peu plus souple. On n'aura plus des années bien distinctes les unes des autres, mais c'est tout de même la 23e année que nous inscrivons des personnes à cette licence. Donc il y a une expérience assez importante autour de cette licence. J'insiste sur le fait que ce diplôme est toujours le même. Pour ceux qui se seraient renseignés l'an dernier, qui voient qu'il y a des changements de modalité avec l'enseignement à distance, c'est bien toujours le même diplôme, c'est les mêmes contenus. Ce sont les modalités qui changent. Connaissez-vous l'INTD? Oui. Voilà, l'Institut national de technique de la documentation, petite histoire. Donc nous sommes une marque du CNAM. Nous avons un groupe de formation toutes dédiées de près ou de loin à la documentation, parce que les métiers de la documentation et les métiers de l'information se diversifiant, on intègre maintenant également un master de mégadonnées, de data scientist et de data manager, c'est-à-dire qu'on va travailler également sur les données. Mais nous avons aussi traditionnellement des formations d'architecture de l'information et de documentation généraliste, avec une licence de documentaliste d'entreprise qui est dispensée à Rouen, mais également en enseignement à distance, et cette licence de documentation audiovisuelle et archives audiovisuelles à Paris. C'est une très vieille structure, nous sommes une très vieille structure de formation à la documentation, puisque nous existons depuis les années 50. Nous avons été la première école à former, bonjour, des documentalistes. Il reste une chaise là-bas. Et le Conservatoire national des arts et métiers, au cœur de Paris. Mais attention, nous ne sommes pas une université, nous sommes ce qu'on appelle statutairement un grand établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Et notre vocation est de former tout au long de la vie, c'est-à-dire de faire de la formation professionnelle continue pour les personnes ayant travaillé. Donc on verra tout à l'heure ce que ça implique. Alors ce que ça implique, c'est que nous avons des limites de possibilités concernant les étudiants. A priori, plus qu'a priori, de fait, nous ne pouvons pas accueillir à la licence des étudiants, c'est-à-dire ayant le statut étudiant. Nous avons des statuts d'élèves de formation continue ou d'auditeurs. Si jamais vous n'avez pas le bon statut, vous ne laisserez pas partir sans adresse et sans information pour rebondir. Les trois vocations du CNAM sont la formation professionnelle des adultes, mais surtout la formation tout au long de la vie. La notion d'adulte est assez ambiguë. La recherche, nous sommes chercheurs et nous sommes rattachés à des laboratoires de recherche en ce qui nous concerne, nous, à l'INTD, en documentation, en traitement du document et en communication. Et diffusion de la culture scientifique et technique, puisque nous avons un musée des techniques, c'est important, qui est également un laboratoire de réflexion sur la médiation de la culture scientifique et technique. Ici, à la licence, nous allons vous préparer à des métiers que vous connaissez, que vous avez déjà plus ou moins évoqués. Nous sommes tout à fait intéressés par vos profils. Ça fait maintenant une douzaine d'années, 12 ans, que j'anime cette licence. J'ai vu passer des journalistes, ça va, c'est bon, vous pouvez vous sentir à l'aise et légitime, des iconographes,
parce que le métier, vous avez dit que vous aviez des ruptures professionnelles, le métier a besoin de compléments maintenant pour s'intégrer un peu plus à l'informatique, à la photothèque, à l'audiovisuel, effectivement. Donc beaucoup des iconographes, des monteuses, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est un public classique et apprécié. Les documentalistes, bibliothécaires, personnes qui ont déjà une formation en documentation peuvent trouver chez nous un complément sur l'aspect audiovisuel et images et numérisation de l'audiovisuel. Quoi d'autre? Évidemment, les personnes qui ont fait histoire de l'art, hein. Les historiennes de l'art et les historiens en général. Les sociologues également peuvent trouver des débouchés professionnels intéressants. Et puis après, on a les passionnés d'images mais qui ont un autre métier. Et là, on verra les projets professionnels, évidemment, vous l'avez déjà expliqué le vôtre, hein, que vous pouvez développer en ayant une autre compétence. Hein. Là, ça demande, on discute pour vérifier qu'on ne vous envoie pas sur une voie de garage, hein, avec cette formation. C'est important d'avoir rapidement et le plus rapidement possible une idée, un plan de ce qu'on peut faire entre son CV, c'est-à-dire ses compétences déjà acquises, et puis celles que vous allez acquérir, comment vous allez pouvoir vous présenter ensuite en milieu professionnel si votre objectif est une recherche d'emploi ensuite dans le courant de la formation. Les métiers auxquels on prépare, et ça n'est pas forcément facile, ont des noms différents et parfois des noms pas très bien fixés. On peut parler de documentaliste audiovisuel à l'INA, par exemple. Hein. Nous avons des anciens élèves qui ont été intégrés professionnellement. On parle là-bas de documentaliste audiovisuel. Donc c'est un nom qui nous est resté parce que la licence avait été conçue à l'origine avec l'INA. Vidéothécaire, médiathécaire. Hein. Dans les bibliothèques, il est possible, moyennant la préparation des concours, mais aussi possible en contrat, de pouvoir intégrer des sections de bibliothèque classiques. Hein. C'est vraiment un des métiers phares pour nous. La gestion d'une photothèque. Ça, c'est classique. Iconographe, sachant que la profession actuellement est en train s'est nettement reconfigurée et demande d'avoir des compétences plus plurielles maintenant. On est souvent iconographe photothécaire, on a bibliothécaire spécialisé dans le secteur audiovisuel, évidemment, puisqu'il y a des bibliothèques de cinéma, hein, je pense au Forum des images, la bibliothèque François Truffaut, cinéma. François Truffaut, etc. Archiviste audiovisuel, donc ça, ce sont des métiers qu'on a développés depuis une dizaine d'années. Conservation du patrimoine audiovisuel. Hein. Les années 70, on commençait à produire de l'audiovisuel dans les entreprises, partout, dans les organismes. Ces vidéos, maintenant, sont versées maintenant dans les centres d'archives. Et il faut commencer à les traiter correctement pour pouvoir les conserver avec la pérennité nécessaire pour ce type de document. Donc on est dans la période où l'audiovisuel arrive dans les centres d'archives du fait du laps de temps qui s'est passé maintenant. On a une 50aine d'années après l'émergence de la vidéo. Gestionnaire du patrimoine culturel d'entreprise, ça c'est des métiers aussi qui se développent, qui sont très intéressants, dont on vous parlera pendant cette formation, qui sont des métiers de valorisation des fonds patrimoniaux d'une entreprise privée. Alors, en France, les entreprises sont anciennes, elles véhiculent toute une image de qualité, de tradition, de grande époque, etc. Et ça appuie les marques et ça appuie évidemment le développement d'une entreprise. Donc là aussi, il y a des possibilités de pouvoir traiter des documents. On arrive à collecteur de témoignages enregistrés, qui était un métier que je n'affichais pas il y a quelques années parce qu'il est vraiment émergent. Il s'agit de personnes qui peuvent mener des entretiens dans un cadre, par exemple, patrimonial ou historique, pour faire parler des témoins, ou sociologique. Nous sommes spécialistes dans cette formation de ce traitement-là, qu'on enseigne depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, les métiers se développent et on voit dans les centres d'archives, dans les associations et dans beaucoup d'endroits des annonces qui commencent à émerger, en tout cas beaucoup de lieux de stage et aussi des élèves. On a des élèves qui travaillent dans ce secteur-là. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a 300 embauches par promotion sur ce sujet, mais c'est tout à fait intéressant à faire et très complémentaire de l'autre activité. Et puis enfin, Records Manager. Alors ça, c'est pour muscler aussi la formation. J'insiste beaucoup sur la polyvalence des compétences de la formation, puisque la documentation est déjà un métier où il y a peut-être 10 000, 20 000 documentalistes en France.
comme ils n'ont pas toujours le même nom, c'est difficile à identifier. Les documentalistes qui sont compétents en audiovisuel ou en image, c'est une petite partie, peut-être 10% de l'ensemble. Si on veut élargir ses possibilités de carrière, d'embauche, de pouvoir avoir un choix plus varié, c'est bien de pouvoir également traiter le texte. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on a les deux. On doit traiter à la fois le texte et l'image. Et puis dans certains cas, dans certains moments de votre carrière, ce sera peut-être une nécessité que de passer au texte, revenir à l'image, bref, en fonction des propositions, de vos déménagements, des lieux où vous vous trouvez, vous aurez parfois besoin d'élargir vos compétences. Alors, pour élargir les compétences, on a, à chaque fois que l'on traite un aspect comme la recherche ou le traitement, on le fait en image fixe, image animée et en texte. On apprend à faire du résumé de texte également, du traitement de texte et de la recherche classique professionnelle. Et donc pour l'aspect archive, toute une formation générale sur qu'est-ce que c'est que les centres d'archives, parce que c'est impératif pour bien être accueilli dans ces métiers-là. Et le record management, c'est vraiment l'art, si j'ose dire, de traiter les documents, souvent numériques ou numérisés d'une entreprise. Les documents que nous manipulons tous les jours quand nous travaillons. Dans les fonds d'une entreprise, il peut y avoir donc du patrimoine, comme je viens de parler, de l'image ancienne, des anciens documents, objets, etc., produits de l'entreprise, des anciens films, et puis il y a bien sûr des documents. Et il est tout à fait possible que l'archiviste fasse les deux, et les deux fonctions. Auquel cas, ce sont des postes qui ne vous échapperont pas puisque vous aurez cette double compétence. Et puis, vous allez rencontrer des choses qui ne sont pas inutiles et qui sont communes, évidemment, aux problématiques image et numérique. Voilà, donc vous pourrez choisir parmi ces métiers ceux qui vous semblent vous correspondre le mieux ensuite. Les entreprises dans lesquelles on peut travailler sont variées. Public-privé, à peu près 50-50 d'après nos statistiques d'insertion. Archives publiques, archives départementales, archives municipales, archives privées d'entreprises, associations patrimoniales, des associations qui sont constituées et subventionnées pour créer la mémoire, constituer la mémoire d'un lieu, d'un métier, d'un aspect quelconque. Donc on est dans le secteur privé là, et puis toute entreprise qui a de l'image à gérer. Donc ça, on n'est pas limité, je dirais, tellement en termes de secteur, il faut qu'il y ait de l'image. Donc soit vous travaillez dans la logique, ce sont les logiques qui vont vous distinguer, logique de préservation, valorisation d'un patrimoine, photo, cinéma, etc. Donc on est dans une logique archive, préserver et valoriser signifiant pouvoir montrer, pouvoir rendre maniables ces documents de façon à pouvoir les utiliser pour faire des expositions, pour faire des livres, pour tout besoin. Production et diffusion de photos et de films, l'activité audiovisuelle est importante. Activité de l'INAM, on a des élèves qui intègrent l'INAM tous les ans à peu près, comme professionnels. Les sociétés de production qui ont des fonds d'image, leurs fonds de rush, leurs fonds de production d'image. Souvent, il y a la question, est-ce qu'on ne pourrait pas les vendre, les rushs qu'on n'a pas utilisés? Est-ce que ça peut être une matière qui peut être vendue? Donc il y a toute une réflexion qui est menée souvent en société de production à ce niveau-là. Et les médias, les élèves travaillent en radio, travaillent en télévision. Ce sont des secteurs difficiles. Édition, secteur audiovisuel, public en ce moment, c'est sportif un peu. Il nous reste aussi tout ce qui est communication, information ou pédagogie par l'image et le son. Parce que dans les universités, on produit maintenant des quantités de documents audiovisuels. J'en ai moi-même commis quelques-uns pour vous ces derniers temps, qui pour l'instant étaient un peu fait en vrac, comme ça fait dire 5 ans qu'on fait vraiment des MOOC et des cours vraiment en audiovisuel en grande quantité dans l'université. À un moment donné, dans les universités, on va se préoccuper de ce patrimoine. Et on va tout d'un coup se mettre à réclamer des professionnels. Effectivement, ça commence. Donc, pour ça, je rajoute la pédagogie. Pensez-y, il y a de l'image. Et puis, donc les services de communication d'entreprise ont besoin de leurs images. On gère des revues, des magazines d'entreprise, mais gère aussi parfois des télévisions, des films d'entreprise, évidemment. Et puis l'édition et l'illustration encore, un peu, mais avec les difficultés dont j'ai parlé. Voilà les grands débouchés.
Alors, c'est illisible. Oui. Donc, on peut trouver le même contenu sur les brochures. Oui, sur les brochures, en écrit. Je vais essayer de maintenir un code couleur tout au long de cette formation, avec donc un tronc commun de parcours. Le tronc commun, si vous vous inscrivez à la licence, on verra tout à l'heure que ça n'est pas forcément la seule option, hein, il y a également la possibilité de pouvoir suivre à la carte certaines UE, selon les cas. Donc on verra ça juste après. Donc si vous vous inscrivez à la licence et que vous voulez suivre tous les enseignements, vous serez confronté à donc un tronc commun et un parcours à choisir. Le tronc commun étant composé d'un premier cours, qui sera le premier de l'année, en Digital Asset Management. C'est une façon un petit peu prétentieuse de parler de logiciels de gestion d'images fixes et animées. Donc ce sera la culture de ces logiciels, les fonctionnalités, quelques éléments de base pour voir, parce qu'il y a des logiciels libres, des logiciels payants, hein, donc aussi quelques notions de base, et des exercices et cours pour pouvoir mener un document de spécification, un cahier de spécification, une sorte de petit cahier des charges fonctionnel, ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnel, et de pouvoir faire des choix argumentés parmi les logiciels que l'on peut trouver sur le marché. Et vous aurez également, dans cette unité-là, la prise en main de certains logiciels, certains très simples, d'autres un peu plus complexes, de façon à ce que vous ayez pris en main des produits selon le type d'endroit où vous allez travailler. Si vous êtes dans une petite association sans grand moyen, il y a des logiciels libres qui peuvent bien faire la blague pour pouvoir rendre des services. Nous les verrons, hein, vous pourrez les prendre en main à distance. Et d'autres, en archive, on parle beaucoup d'Omeka, qui est un logiciel qui permet de gérer des fonds d'audiovisuel pour le patrimoine. On verra également. Mais vous avez également des logiciels utilisés en entreprise. Hein, je pense à Typique, qui au travail, ou bien le logiciel Jarvis et Ortis, qui sont des logiciels très très implantés en entreprise et qui sont payants. Donc ces logiciels, donc vous en prendrez en main de façon à vous habituer. Quand on en a vu un, quand on en a vu deux, on commence à avoir une certaine idée du troisième. Donc c'est pareil, hein, les logiciels ensuite, quand on en a pris en main quelques-uns, on est capable de les découvrir rapidement. Donc vous aurez des présentations également, peut-être des présentations de type commercial, mais qui vous montreront des fonctionnalités de certains autres produits. Le module suivant, qui est la politique de numérisation et conservation audiovisuelle, c'est la numérisation, le plan de numérisation, transformation d'un document analogique en document audiovisuel et numérique. Là, on va être beaucoup autour de l'image et du son. Format de fichier, problématique de préparation des documents, etc. Hein, nettoyage et support de stockage. C'est très important. C'est technique, ça peut paraître austère, mais c'est vraiment, alors pour le coup, un cœur de cible de notre métier, de savoir si on est tout seul dans son association, sur quoi je vais stocker mes fichiers numériques, je les mets sur quoi, quels sont les risques. Est-ce que je les garde sur mon disque dur en priant pour qu'il ne crache pas? Donc c'est vraiment la culture. A priori, vous verrez beaucoup d'exemples auprès à la BNF parce que la personne l'enseignant, Dominique Perron, qui est responsable de la numérisation de l'audiovisuel à la BNF, donc qui est passé à peu près tout entre les mains. Évidemment, c'est un métier spécifique que de gérer, de se spécialiser uniquement dans ce domaine-là. En revanche, vous serez parfois en contact avec des personnes comme Dominique Perron qui sont des grands techniciens de la numérisation, et vous saurez dialoguer. Si vous le dit, c'est du LTO8, à la fin du cours, vous saurez ce qu'est le LTO8 et quelles sont les problématiques. C'est pour vous permettre de dialoguer. Et puis, il y aura également une part un peu moins longue, mais importante tout de même, sur la numérisation des documents, ça veut dire plats, papier, que nous menons avec Alkenum, qui est une entreprise privée, un prestataire de numérisation patrimoniale, qui a la spécialité de savoir fabriquer des scanners de toutes les formes, dans tous les formats, pour s'adapter à tout et n'importe quoi. Il y a des documents qui ont des gros de tête. Donc nous verrons les contrôles qualité aussi avec les responsables du pôle Heritage d'Arkenum, sachant qu'Arkenum vient de créer, il y a 2 ans, un pôle dédié au patrimoine d'entreprise. Donc
là, vous entendrez parler du fameux patrimoine d'entreprise. Et à la numérisation, la valorisation du patrimoine d'entreprise. Anglais, obligatoire, je ne sais plus si c'est une obligation légale générale ou du CNAM. C'est ministériel, donc on le fait. Donc le ministère a décidé que les Français ne parlaient pas suffisamment anglais, donc toute licence a pour obligation d'intégrer un module d'anglais. Donc vous avez ici, on va en parler, on va peut-être s'attarder un peu, la possibilité de choisir parmi l'offre du CNAM. Donc, ce qu'on vous recommande, enfin ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous inscrire, si vous êtes en région, à l'anglais dans votre centre local. Et d'ailleurs, dans la modalité que vous pouvez suivre, parce que si vous faites, j'ai vu qu'il y avait des présentiels cours du soir, si vous voulez le faire en présentiel cours du soir, si c'est près de chez vous que ça ne vous pose pas de problème, nous validerons. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous ne serez pas obligé de venir les faire à Paris. Il vaut mieux que vous fassiez près de chez vous. Et avec les enseignants, je ne vais pas vous faire la commande. Vous m'organisez. Voilà. Alors, à quoi il nous servir en anglais? À plein de choses. Beaucoup de documentation en anglais, notamment sur les supports. Tout ce qui est support audiovisuel, l'information généralement en anglais. Bon, on voit à peu près la même chose, on va trouver des équivalents en français, mais également, si vous travaillez en photothèque, en agence photo, les banques de données, aujourd'hui, ont été rachetées en grande partie par des Américains. Vous avez beaucoup de banques de données qu'il est intéressant d'interroger en anglais. Donc, même si vous n'êtes pas, à l'issue de ce cours, un champion, et si votre anglais n'est pas fluent, vous saurez utiliser les outils, les Google, etc., qui vous permettront de sélectionner les termes et que vous pourrez ensuite utiliser pour faire la recherche dans les bases de données en anglais. Ça va être, en tout cas, une application intéressante immédiate de ces cours. Et puis moi, je vous fournirai des lexiques audiovisuels spécialisés de documentation et d'archives en anglais également pour que vous ayez un référentiel des termes qui sont utilisés par professionnels. Support. UA, les UA, ce sont les modules d'application qui sont composés, qui vont étroitement par deux, de stages, si vous le souhaitez, ou si vous avez déjà une expérience professionnelle significative dans un métier proche, je pense que les phonographes sont tout à fait possibles. Vous n'êtes pas obligé de faire un stage, c'est un choix. Ça l'était depuis 12 ans, ça fait 12 ans que les élèves veulent faire un stage quand même s'ils ont la possibilité d'en être dispensés, parce que faire un stage, c'est aussi la possibilité de rencontrer des problématiques, de rencontrer des professionnels, c'est intéressant. Mais sachez que votre expérience peut être validée. Il y a des finesses à préciser. Et ce stage, qui pour obtenir une licence et de par la loi, doit durer 12 semaines minimum, donc peut être de 3 mois, 12 semaines, pour valider la licence. Il sera possible de faire plus si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez aller jusqu'à système, ce qui sera classé de façon à ce que, de toute façon, vous êtes à distance, jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, pas 6 mois. De 12 semaines à 24 semaines. Jusqu'à 6 mois, si vraiment ça vous apporte quelque chose. N'en faites pas plus quand même, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se faire payer. Jusqu'à présent, j'étais un petit peu réticente à aller au-delà de 3 mois pour des adultes, parce que c'est 3 mois, c'est compris. Il n'y a pas trop besoin qu'on vous apprenne, comme elle est très jeune, les bases de la vie en entreprise. Mais bon, ça ne se posera pas. À la suite de ce stage, un projet tutoré, qui est un mémoire, sera réalisé. Ce mémoire devra être lié à une problématique vue en stage et vous fera à peu près un volume de 30 pages hors annexe, incluant illustrations et schémas. Et je n'en dis pas plus, mais il s'agira de développer un aspect de ce que vous avez pu expérimenter en stage. C'est assez classique comme exercice. Voilà, avec une présentation orale. Et nos deux parcours. En rouge, documentation audiovisuelle. Alors en documentation visuelle, on apprend en NTD 105 à indexer les images et le son, faire des légendes, faire du traitement d'images,
connoter ou dénoter. Est-ce qu'on fait de l'information ou est-ce qu'on fait de l'illustration avec l'image? Donc dans ces cas-là, on n'indexe pas de la bonne façon. On vous apprendra également l'indexation pratiquée en télévision avec une professionnelle de TV5, donc dans le domaine de l'actualité, et également en radio, et aussi en cinéma, avec un professionnel de la Cinémathèque française. Donc il y a plusieurs enseignants qui viendront chacun vont proposer des exercices, des cours et une évaluation, j'en suis désolée, un contrôle continu sur ces différentes façons de traiter les images et le son. Puis moi, je vous ferai un petit peu de résumé de texte. Ensuite, recherche documentaire des textes, images et sons. Une recherche professionnelle, les implications, les obligations d'une recherche professionnelle, les outils d'une recherche professionnelle. Vous apprendrez à utiliser et aussi à concevoir ce qu'on appelle des langages en documentation, les listes d'autorité, les listes hiérarchiques, les thésaurus, et vous allons même aborder les ontologies qui vont permettre d'avoir les bons mots, les bons termes pour décrire tout ce qu'une image peut représenter. C'est vraiment du cœur de profession documentaliste. Et également, bien sûr, c'est dans ce module-là que vous avez toute la culture des banques de données professionnelles en images animées. Où est-ce qu'on va chercher de l'image? Et des travaux pratiques en groupe, probablement, en groupe à distance. Un exercice de recherche, de ce qu'on appelle d'editing. Un recherchiste professionnel vous encadrera et vous proposera un exercice pour répondre à un besoin client avec un budget et proposer une sélection d'images argumentées, bien présentées, avec des droits, tenant compte des droits et des coûts des images pour répondre à un besoin client. Alors selon les années, c'était ces dernières années, soit pour un documentaire, une vision, donc il fallait trouver les images d'archives pour alimenter un documentaire sur Joséphine Baker, ou bien une exposition, ce type de problématique. Ensuite, 2 modules, alors là, oui, plus musclés, que je vous recommande de prendre plutôt vers la fin, qui sont les modules d'informatique documentaire. Le module NDD 213, c'est un module de veille et de diffusion d'informations. Ce ne sera pas centré sur l'image, mais c'est très utile pour l'image. La veille, apprendre à rechercher de l'information, à surveiller des sources, pour soi, pour un client, ne serait-ce que pour le droit, vous avez besoin de faire une veille permanente dans le domaine de l'image. Donc, vous saurez mettre en place des outils simples pour pouvoir mener méthodiquement cette veille. Diffusion, là on diffuse beaucoup par des blogs, par les outils du Web 2.0, par tous les outils de mise en ligne de produits. Vous apprendrez à les manipuler. NTD 214, architecture de l'information. Ça commence à être sérieux. C'est tout ce qui va être base de données. Comment modéliser une base de données documentaire? On a besoin de décrire des photos, on a besoin de décrire des affiches, on a besoin de décrire, j'allais dire des nains de jardin, ça m'est arrivé, des objets, ou des, très belles choses, dans les écoles d'architecture, des matériothèques. Pourquoi pas vous? Dans ce cas-là, vous allez construire une base de données, analyser la problématique et construire la base de données. Et vous apprendrez donc le SQL et les bases de données relationnelles de façon à pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc ça, c'est extrêmement utile parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut trouver. Allez. Archives orales et audiovisuelles. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, on passe sur le deuxième parcours. Ici, on va avoir très traditionnellement, mais c'est très important, les méthodes des archives publiques en environnement numérique. Nous avons la chance d'être en partenariat, convention, avec les archives nationales, le secteur audiovisuel et numérique, ceux qui sont en train de mettre en place tous les outils, et notamment la base Vitam, le réseau Vitam pour l'archivage des documents audiovisuels de France, qui intéresse la France, le secteur public. Donc vous aurez là l'apprentissage des institutions et de leurs missions, des bases de droit, des archives, et également les normes. On pratique des formats particuliers, ISAG, alors qu'en image on est un peu moins
mais vous verrez quand même quelques normes, mais c'est plus flou en image. Mais néanmoins, en archive, on pratique les AG, on pratique le AD. Ce sont des formats de description qui sont vraiment obligatoires pour travailler en archive, donc ce sera vu dans ce module-là, avec des exercices, des travaux pratiques. Et une évaluation sur le sujet. Le deuxième module, c'est celui d'archive orale. C'est un module dans lequel on va aborder toute la chaîne méthodologique pour prendre contact avec un témoin, identifier un témoin, constituer un dossier de témoin, mettre en place, faire des enregistrements de témoins avec les moyens du bord, traiter ensuite, savoir quel format on prend, qu'est-ce qu'on fait, comment on se passe, comment on mène un entretien avec témoin, on prépare ses relances, on effectue ses relances, et comment on traite ensuite en aval les résultats obtenus, le dérochage, et les fiches chronothématiques qui sont des méthodes en vigueur dans le secteur des archivistes oralistes. Tout cela, comme si vous deviez enregistrer des témoins et puis ensuite traiter les enregistrements pour les verser dans un fonds d'archives, ce qui commence à se pratiquer. Et vous aurez des travaux pratiques, vous irez enregistrer quelqu'un. C'est pour ça que ce module-là va être un peu étalé dans le temps, un peu plus que les autres. Il va être moins intense, c'est-à-dire plutôt pas 6 heures par semaine, mais 3 heures par semaine, plus étalé, pour que vous ayez le temps de réfléchir, de contacter quelqu'un, de le rassurer, de l'enregistrer et de faire toute la chaîne. Ce pourra être fait individuellement. Dans le cadre de structures que je connais, où je pourrais vous proposer de travailler avec eux, ce ne sera pas un stage, mais ce sera la possibilité de travailler sur une de leurs problématiques ou avec un témoin dont ils ont besoin. Certaines associations, ou bien alors on peut essayer de trouver ensuite, avec ceux qui sont en région, des structures qui pourraient vous sous-traiter un exercice, cet exercice. Mais attention, ce ne sera pas du stage, ce sera hors convention. Ce sera un exercice fait en encadrement réel. Ou bien alors une personne que vous connaissez. Voilà. Les deux modules suivants, nous allons être un peu plus flous. Je sais que vous aurez, je vous le garantis, 2 modules de Records et GED. Pour l'instant, nous partons sur la NTD 002 qui est assurée par des collègues, qui sont donc toutes les méthodes et les fondamentaux du Records Management, c'est-à-dire de la gestion. Combien de temps je dois garder ce document? Et qu'est-ce que la loi m'oblige de faire? Et qu'est-ce que je fais quand il n'y a pas de loi? Ça sera vraiment vu dans ce module-là. Et un deuxième module qui est conduire un projet d'archivage et de Records Management, qui sera beaucoup plus de la GED. Quelles sont les bases de données, les logiciels spécifiques et leurs fonctionnalités pour gérer des archives d'entreprise et avoir notamment les alertes lorsqu'il faut détruire des documents ou lorsqu'il y a des embargos, c'est-à-dire lorsqu'un document doit rester confidentiel, etc., qui ne peut être vu qu'avec des autorisations. Tout ça est maintenant géré par des logiciels dont les fonctionnalités doivent être connues des archivistes. Donc ça, c'est la finalité de ces 2 modules. Alors, si je suis un peu hésitante, c'est parce que ces 2 modules, la personne qui les a créés ici, qui les assurait, est partie, elle démissionne parce qu'il a été nommé à Genève, donc il ne peut pas tout faire. Et son remplaçant a été recruté pour septembre. Et je ne l'ai pas encore rencontré. Mais je sais que ces modules ou l'équivalent va être reconstitué. Mais cette personne va s'approprier les modules. Donc je ne sais pas encore exactement. Je sais qu'elle fera du records parce qu'elle est là pour ça. Je sais qu'elle fera de l'archivage. Je sais qu'elle fera de la GED parce que c'est pas possible de ne pas le faire. Mais je ne sais pas comment elle va répartir entre les 2 modules, ni si les modules vont conserver leur numéro, ni tout à fait à quelle époque. Je pense qu'elle ne va pas trop changer le planning, mais je n'en ai pas encore la certitude. Donc vous aurez ces modules-là, mais peut-être ce sera sous un autre codage. Et vous saurez faire ça, un lycée de la formation. Voilà, vous pourrez traiter un fond de photo, la tête haute et sans inquiétude, de films ou de vidéos. Vous saurez quelles sont les normes à appliquer, vous les connaîtrez, vous saurez qu'il faut les appliquer. Vous aurez pris en main quelques logiciels et vous saurez donc en découvrir d'autres parce qu'il se trouve qu'il y en a quand même beaucoup on n'a pas un grand logiciel dominant dans ces secteurs-là, il y en a plusieurs. Vous connaîtrez les formats numériques, les formats audiovisuels, les formats d'images, les supports pour les stockages, on en a parlé. Et vous saurez informer un public, des collègues, du droit à appliquer dans l'utilisation de l'image. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Vous saurez les conseiller, vous saurez leur dire cette photo, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous n'avez pas les droits.
Vous pourrez dire cette photo, vous n'avez pas fait signer à la personne, ou cette vidéo, vous avez enregistré les personnes, elles n'ont pas signé de droit de diffusion, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'enregistrement. C'est vous qui saurez, qui serez un peu les garants du droit et un peu le garant du respect de l'image et de son auteur aussi, de son auteur et de la personne qui y est représentée. Et vous saurez les valoriser, ces documents, ces images, en créant des expositions, en créant des sites, en créant des blogs, en pouvant les mettre en ligne. Et c'est beaucoup aujourd'hui utilisé de cette façon-là. Et puis, maintenant, en plus, vous saurez mener des entretiens oraux et les traiter. Donc, si ça tombe, vous saurez comment faire et quelle est la méthode. Vous pourrez établir, ça c'est plutôt pour les archivistes, établir un plan de conservation des documents numériques selon les règles administratives, dire voilà, ça je garde pas, ça c'est patrimonial, on n'effacera jamais. Vous irez comme tous les bons archivistes fouiller dans les poubelles pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont été indûment jetées. Et ce sera votre savoir-faire. En tout cas, vous saurez où trouver l'information, parce qu'il y a toute une série de supports et d'aides pour les archivistes, évidemment, pour ce genre de... on n'a pas tout en tête, mais il y a beaucoup de circuits d'information sur ce sujet. Et vous saurez mettre en place une application de GED, c'est-à-dire associant du document numérisé, quel qu'il soit. Je vous ai parlé de quelques enseignants, voilà, CNC, TV5, BNF, Arcanum, Archives nationales, des juristes, des iconographes, des journalistes ont participé à la conception de ces cours, et aussi des éditeurs de logiciels. Donc, l'évaluation en contrôle continu. Pour chaque UE, vous avez des modalités d'évaluation qui vont correspondre au type d'enseignement, à ce qui est enseigné. Nous avons, par exemple, je sais que pour le Digital Asset Management, il y aura du choix argumenté de logiciels. À partir d'un cas donné, vous aurez à chercher quel est le bon logiciel, ce que vous préconisez comme logiciel en argumentant, avec une fiche d'argumentation. C'est ça qui sera noté. Je sais que M. Théron, on est en train de réfléchir à numériser son exercice, qui était un exercice de proposition de plan de numérisation de documents analogiques. Il faudra qu'on trouve comment numériser, comment vous présenter les documents analogiques. Il y avait toute une procédure qu'on vous demandait de proposer tout un processus pour numériser des documents analogiques. Il y avait des cassettes, des documents papier, des films qu'il a tournés. Et également, il y avait obligation de proposer une valorisation pour ces documents. Un petit document à rendre de quelques pages qui se faisait en groupe et que vous ferez probablement encore en groupe et qui est évalué par Dominique Théron. Pour les exercices d'indexation, ce seront des exercices d'indexation. Il y aura des images, il faudra les indexer selon les méthodes qu'on vous a enseignées. Donc là, ce sera individuel pour vérifier que c'est acquis. Pour les archivistes, pareil. Il y aura des questions de cours et du traitement de documents selon la norme ISAGE-EAD. Ça fait pas mal. Pas de problème. Et puis, quoi d'autre qu'est-ce que j'oublie Voilà, donc vous aurez donc souvent soit des travaux pratiques. Pour moi, ce sera les archives orales, ce sera les livrables de ce processus, de ces travaux pratiques que vous ferez avec un témoin. C'est-à-dire, je vous demanderai de me remettre une fiche préparatoire, le dossier du témoin, peut-être vos relances, et puis la fiche chronothématique du traitement du résultat. Et j'évaluerai, et bien sûr j'aurai vos images, et j'évaluerai votre travail de cette façon-là, à partir de ces documents-là. Donc vous voyez, vous pouvez les faire à distance et vous les remettre. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Pour valider la licence, il faut absolument avoir toutes les UE en fait. Il faut avoir la moyenne à chaque UE. Plus les petites finesses là, entre le mémoire et le stage qui se compensent. Voilà. Ce sont les métiers auxquels on préparait jusqu'à présent. Ça n'a pas beaucoup changé. Un petit peu plus musclé en archive. On a vraiment décidé de l'intensifier. Ce qui change donc, ce sont les modalités. La formation est modulaire, unité par unité. On peut s'inscrire soit à la licence,
soit à 1, 2, 3 unités, et puis ensuite s'inscrire à d'autres, et à un moment donné, mais pas à la toute fin, décider de s'inscrire à la licence. Donc vous pouvez commencer à l'unité, puis à un moment donné vous inscrire à la licence, en fonction de vos disponibilités, de vos problématiques personnelles. Elle est en FOD totale, ce qui est un petit peu, ce qui n'est pas très courant ici, où on pratique plutôt l'hybride, c'est-à-dire de l'enseignement à distance avec des regroupements. Mais je me préoccupe d'une part du coût, parce qu'une licence c'est beaucoup d'unités. Si je dois faire 3 regroupements physiques par unité d'enseignement multiplié par le nombre d'unités, vous allez devoir prendre un abonnement de train pour venir, ça va être très coûteux. Je pense également aux personnes qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité si facilement de se libérer en journée pour faire des regroupements. Et je pense également aux départements d'outre-mer, qui eux sont carrément en décalage horaire. Et donc faire un regroupement, d'une part ils sont très loin, alors eux pour le coup c'est compliqué. Et si on le fait en regroupement en ligne, en synchrone, eux seront au milieu de la nuit. Donc je voulais parce que je sais qu'il y a des traitements patrimoniaux en département d'outre-mer et des musées, des choses très intéressantes qui se passent dans le domaine mémoriel. C'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir travailler avec eux, comme on a des CNAM aussi en région, etc. Du coup, j'ai décidé de faire une FOD totale, tout le monde étant traité à égalité, pareil comme la région, comme les régions et comme les départements d'outre-mer, ou même l'étranger si des francophones sont intéressés, et en asynchrone. Asynchrone signifie que, a priori, sauf exception, il n'y aura pas de moment où nous sommes tous derrière notre écran en train d'essayer de nous parler les uns les autres avec des drôles de logiciels qui s'appellent Adobe Connect, des choses comme ça. Tout ce que je fais sera préenregistré et diffusé, et vous pourrez travailler au moment où vous êtes libre. Vous êtes libre en journée, vous travaillez en journée. Vous travaillez, vous ne pouvez pas vous libérer, votre employeur ne vous laisse pas travailler, vous pouvez travailler le soir ou le week-end. Les cours seront conçus comme ça. Bon, alors là, je vois les oreilles qui se couchent. Parce que c'est quand même un bon volume, c'est une vraie licence, hein, c'est pas de la licence bas de gamme. Donc il y aura un volume de travail important, et on se dit, si je suis tout seul, et si je travaille quand je veux, et si j'ai pas le courage de m'y mettre, ou si je perds le fil. La formation sera tutorée. Donc chaque module, il y a un tuteur pour 20 élèves, qui aura un scénario de tutorat, c'est-à-dire qu'il devra, pour l'instant c'est l'idée que j'ai, je vais affiner les choses, mais devra contacter, au départ ce sera moi, le tuteur, pour beaucoup d'entre vous, qui devra contacter 3 fois dans le module obligatoirement la personne, l'élève, pour voir 3 fois, vous serez contacté par mail, alors ça va, vous voulez qu'on s'appelle, etc., pour vous inciter à faire un point, voir si ça va, si vous ne perdez pas le fil, si tout va bien. Qui saura également si vous êtes connecté ou pas, ou si vous êtes en train de prendre du retard, donc il viendra voir s'il faut vous aider. Qui vous répondra parce que des fois quelque chose n'est pas clair, un cours il vous manque quelque chose, vous trouvez qu'il manque des choses, vous avez besoin qu'il y ait d'autres éléments, vous avez des critiques à formuler, vous voulez qu'on réexplique mieux quelque chose, et ce tuteur sera, vous le contactez à tout moment, vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui téléphoner, vous pouvez voir les modalités, pour lui demander des compléments. Et on vous les fournira, parce que les vidéos que nous tournons et les cours que nous les concevons nous-mêmes, les enseignants. Et ça, c'est aussi un peu une grande première. Jusqu'à présent, les MOOC que vous avez pu peut-être suivre au final, certains ont suivi des MOOC, pas encore, sont très bien filmés, très bien montés, c'est des choses très très calibrées et faites par des professionnels de l'audiovisuel. Les miens, les nôtres, vont être beaucoup moins jolis. C'est plutôt YouTube, parce que nous les faisons nous-mêmes avec ce genre de matériel. Donc, c'est monté, je demande pardon déjà d'avance, je demande beaucoup c'est monté par moi, donc c'est monté par un amateur pur. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut en créer très facilement. Je n'ai pas besoin de prendre des rendez-vous, de réserver un studio, d'attendre que la longue file d'attente, le refaire, ou fournir, ou apporter un élément supplémentaire qui manquait. Donc c'est pour ça. Donc, ce qu'on perd d'un côté en élégance, on va le gagner en souplesse et en rapidité, en réactivité.
Et de toute façon, les cours sont jetables, puisqu'on va les mettre à jour. Donc ils n'ont pas une durée de vie très longue. Vous verrez qu'ils sont composés de vidéos courtes. Je pourrais vous en montrer, j'en ai sur mon micro. Des vidéos courtes de façon à pouvoir rappeler. Pas de présentiel. Si par extraordinaire, il est possible qu'il y ait des cours en présentiel qui soient organisés notamment pour les archives publiques, ici, dans ce cas-là. Ceux qui veulent venir suivre le cours en présentiel peuvent venir le suivre. C'est sympa parce que le prof ne parlera pas dans le vide, mais il sera enregistré pour être diffusé immédiatement. Donc, si jamais on est astreint à un moment donné, c'est une histoire de convention pour l'instant, le temps que ça se mette en place avec les archives publiques, avec les archives nationales. Si on a, pour des raisons de convention, on doit faire un cours présentiel, ce cours sera de toute façon capté intégralement et diffusé. Donc vous l'aurez de la même façon que les élèves qui sont présents physiquement. Donc pas d'inquiétude. Et puis progressivement, sur 1 an, 2 ans, on aura tout passé, c'est surtout sur le module archives publiques que ça risque d'arriver, on aura tout passé en... 6 crédits correspondent, selon la loi, en théorie, à 60 heures élèves. Bon, dans ces 60 heures élèves, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas 60 heures de vidéo, rassurez-vous. Vous aurez peut-être 45 minutes de vidéo, mais découpées, non, pas, un peu plus quand même. Quelques heures de vidéo, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ça dépend, mais pas sous forme de film hollywoodien de 2h30. Les vidéos sont découpées en petites unités qui vont de 1h30 à 10 minutes. Et qui sont à chaque fois une thématique identifiée. Pour éviter que vous essayez. Avec des QCM, à certains moments, pour que vous puissiez faire une pause, vérifier que c'est rentré, vérifier si quelque chose, vous ne voyez absolument pas quelle est la réponse à la question, il vous sera indiqué dans le corrigé automatique que c'est indiqué dans telle vidéo pour aller réécouter la vidéo, de façon à être sûr que, que c'est bien expliqué aussi, parce qu'il y a aussi toute cette ambiguïté, qu'il faut qu'on explique sans voir les élèves, et je n'ai pas cette possibilité de réajuster le discours. Si c'est absolument incompréhensible, surtout vous écrivez et vous exigez qu'on refasse la partie incompréhensible. Donc, ces modules, ces questionnaires auto que vous corrigez vous-même, ça vous regarde de les faire, pour vérifier que vous avez bien suivi. Puis à un moment donné, on vous fera vous entraîner à des exercices notés, par exemple. Si c'est une indexation, vous aurez des travaux pratiques d'indexation avec des corrigés, vous pourrez vérifier. Quand on ne vous donnera pas tout de suite, vous pourrez vérifier si c'est bien ça. Et puis après, vous partirez sur l'évaluation, mais vous serez entraîné. Donc ça veut dire que les 60 heures théoriques, maximum, vraiment grand maximum, comportent tout l'ensemble. C'est-à-dire regarder les vidéos, faire ses QCM. De temps en temps, on vous demandera également d'aller visiter tel site, d'aller regarder telle chose, d'aller regarder telle autre vidéo qui se trouve en ligne. Pour varier, que ce ne soit pas uniquement du cours. Les exercices et les entraînements et les travaux évalués font partie de ces 60 heures. Une unité qui est allée sur 12 semaines. Alors vous allez dire, ça fait 4 ou 5 heures par semaine sur une unité. Moi je recommande de faire une grosse demi-journée par unité. 4 ou 5 heures. Ça, vous aurez le compte à l'arrivée. Oui, et par semaine. Chaque semaine. Ah oui, d'accord. Donc, si vous suivez la licence, et là on va arriver au rythme. Je recommande la licence sur 2 ans. J'ai peur que vous deveniez fou à temps plein. Donc je l'ai conçue en imaginant que vous la suiviez sur 2 ans. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on avait une formation en 1 an. À temps plein, qui ne permettait pas de travailler. Ça peut être une façon d'envisager une formation, si vous êtes en recherche d'emploi, de dire, moi je la fais en 2 ans, je cherche déjà du travail de cette façon-là. J'ai donc tout de suite mon expertise, mes références professionnelles, au moment où j'obtiens mon diplôme, j'ai aussi mon expertise professionnelle. C'est ce que je voudrais ménager. Que vous ne soyez pas empêchés de faire ça si vous avez envie de le faire. Pas obligé, mais que le rythme ne vous oblige pas à rester hors emploi longtemps. Vous la recommandez en... Si vous avez déjà une pratique professionnelle, les iconographes, les personnes qui ont déjà fait de la documentation, vous pouvez essayer la validation d'acquis d'expérience.
C'est une modalité que j'aime beaucoup, qui donc consiste à rédiger un mémoire, un document d'argumentation qui, pour chaque unité d'une licence, d'un diplôme, donc de la licence, vous argumentez en disant voilà, j'ai déjà pratiqué professionnellement cet aspect-là, par exemple, la recherche d'images. Et vous donnez des preuves de ça, en expliquant comment vous faites, en montrant comment vous avez pratiqué. Ce sont souvent c'est un processus qui est encadré, hein, il y a un encadrant, un coordinateur qui indique individuellement comment pratiquer, comment il faut rédiger, comment on fait ce genre de document. Et ce document peut permettre d'obtenir un diplôme, soit totalement, soit en partie, uniquement au vu de ces preuves que vous apportez d'une compétence professionnelle correspondant à l'unité. Il faut que ça corresponde à l'unité, évidemment. C'est ça la difficulté parfois. Je pense qu'une iconographe va pas à mon avis, a énormément des compétences du domaine de la recherche, du module de recherche. Ça vaut le coup de regarder. À vous de voir. Je pense que les iconographes savent faire de la recherche en général. Ah oui. Recherche d'images, il me semble. Voir si vous n'avez pas combat les prix, voir les modalités, voir si vous avez intérêt à vous faire dispenser. Pour une question de volume de travail. Bon. On peut obtenir parfois, ça nous arrive fréquemment, d'attribuer le diplôme de licence totalement à des professionnels expérimentés. Ou bien alors c'est partiel, il reste 2 UE à suivre, hein, comme vous le disiez. Parfois il reste seulement 2 UE à suivre. Et donc dans certains cas, c'est un allègement de la formation tout à fait considérable et intéressant. Et on obtient la même licence, puisque c'est un processus sérieux d'analyse du document, puis d'entretien oral, dans lesquels on vous visite pour compléter, et ensuite de présentation devant un jury plénier. Donc c'est un processus complet qui mêle des jurys professionnels et enseignants. Voilà. Pensez-y, renseignez-vous. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous renseigner.